L'Éthiopie connaît-elle une nouvelle descente aux enfers? La Mauritanie, de son côté, où l'opposition appelle à manifester contre la victoire de Cheikh El Ghazouani. Au Niger, l'opposition aboie, mais le nouveau code électoral passe. Et puis au Togo, nous allons évoquer la question des municipales avec ces bulletins de vote un peu particuliers. Cette année, on en parle ce soir sur le plateau avec David Djagbavi, directeur du site togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Bonsoir Ibrahim. Ibrahim Macha, directeur de publication de Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel et bonsoir David. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous attendons notre troisième invité qui ne devrait pas tarder à arriver. On va commencer tout de suite avec l'Éthiopie. L'Éthiopie est-elle en train de descendre aux enfers? En tout cas, le pays est le théâtre de violences politico-ethniques ayant provoqué le déplacement de plus de 2 millions de personnes. S'enfonce un peu plus dans la crise après des assassinats samedi du chef d'état-major de l'armée et de hauts responsables de la région d'Amara. Samedi après-midi, une réunion rassemblant les plus hauts responsables de la région Amara a été attaquée par des hommes armés. Le président de la région, Abacheo Mekonem, et un de ses conseillers sont décédés plus tard dans la journée de leurs blessures. Le procureur général de la région, Migbaro Kebede, a succombé, lui, lundi soir. C'est un pays, Ibrahim Acha, en tout cas qu'on voyait comme un pays plutôt stable après les années véritablement sombres que ce pays a connues. Mais on a l'impression que les vieux démons veulent revenir à la vie. Effectivement, vous savez, l'histoire de l'Éthiopie, lorsque on évoque ce pays, on a en mémoire la sécheresse qui a créé vraiment un désastre humanitaire dans ce pays. Et en dehors de ça aussi, il y a l'instabilité politique aussi dans ce pays. Bon, heureusement, depuis un certain temps, on a senti une certaine stabilité dans le pays, mais cela a été remis en cause la dernière fois par ce que les autorités éthiopiennes appellent un coup d'État manqué, mais que d'aucuns estiment que c'est plutôt, comme vous venez de le souligner, une réunion des dignitaires de la région d'Amara qui a été la cible d'un groupuscule de personnes qui ont tiré à balles réelles sur ses responsables. Et vous avez bien sûr d'évoquer la mort de certains dignitaires de cette région. Et au même moment, et quelques heures après, à Addis Abeba, c'est le chef d'état-major qui est abattu par son garde du corps. Et certains analystes essaient de faire un rapprochement entre les deux faits isolés, bien évidemment. Mais quand vous essayez d'avoir un regard rétrospectif sur l'histoire même de l'Éthiopie, vous comprenez que il y a deux ethnies principales qui s'affrontent, les Amara et ceux de Oromo. Voilà, donc ces deux ethnies se bousculent ou bien se font la guerre autour d'une certaine légitimité par rapport à celui qui doit avoir l'emprise sur tout le pays. Vous savez que les empereurs, de par le passé, étaient venus de la région d'Amara. Et il y a récemment, surtout avec le premier ministre éthiopien qui est Oromo. Donc il y a un certain conflit ethnique qui existe entre les deux groupes ethniques. Et il faut aussi préciser que il y a jusqu'à 9 régions autonomes en Éthiopie et chaque région a une certaine autonomie par rapport à sa gestion. Donc, du coup, se pose un problème au niveau du pouvoir central. Donc, il y a des conflits là qui ne disent pas leur nom et qui amènent chaque groupe ethnique à pouvoir damer le pion aux autres et prendre le contrôle du pays. Donc, si on veut avoir un regard, disons, synoptique sur la situation là-bas, on doit se dire tout simplement que c'est une guerre d'hégémonie. Une guerre d'hégémonie, on sait qu'on est quand même dans un État qu'on peut appeler un État fédéral. Est-ce que cette situation ne remet pas en cause ce fédéralisme qu'on avait? On avait réussi quand même à faire taire un certain nombre de divergences jusqu'aujourd'hui. Bien évidemment, parce que beaucoup de régions qui composent le périmètre géographique de l'Éthiopie veulent, même si elles ne l'expriment pas publiquement, elles sont beaucoup plus tentées à être indépendantes. Vous avez vu un peu la guerre que l'Éthiopie a menée à l'Érythrée. L'Érythrée, c'était une petite région qui était collée à une partie de l'Éthiopie, mais pendant des années, l'Éthiopie
refusé que ce pays ait son indépendance, mais au final, elle était obligée d'accorder cette indépendance. Et je crois que c'est ce qui motive aujourd'hui ces petites tensions d'instabilité dans le pays. Il y a une situation qui ne doit pas échapper aussi à toute personne, c'est qu'aujourd'hui, l'Éthiopie arrive à un niveau économique assez stable. C'est l'un des pays les plus développés de cette région de l'Afrique. Mais en face, au même moment, il y a une instabilité politique qui pose problème. C'est un pays qui a enregistré beaucoup de coups d'État depuis très longtemps. Les premiers ministres qui sont, en tout cas, les dépositaires du pouvoir politique ont toujours été renversés. Et le dernier qui était arrivé au pouvoir a réussi quand même à stabiliser le pays jusqu'à un moment. Et donc aujourd'hui, ce coup d'État qui a été perpétré, pour le moment, il n'y a pas assez d'informations, mais on apprend que c'est un coup d'État. Ça relance un peu le débat, ça craint un peu, parce que les deux ethnies qui s'opposent tout le temps sur la gestion du pouvoir central ne s'entendent pas sur comment le partage de ce pouvoir devrait être fait. Et je me rappelle qu'il y a eu des réunions, des conférences qui ont été organisées où on avait même proposé le partage de pouvoir, c'est-à-dire que si à un ou deux mandats, un originaire de telle région prend le pouvoir, le mandat qui suit est automatiquement donné à l'originaire de l'autre région. Mais l'ethnie qui est majoritaire avait refusé cette proposition et ça a continué toujours par envenimer la situation politique de ce pays. Aujourd'hui, il faudrait quand même que ces États, ces petits États qui composent le territoire géographique de l'Éthiopie disent clairement leur desiderata et que si cela peut être possible, ce qui ne peut pas être possible aussi parce que l'Éthiopie n'est pas aujourd'hui d'accord pour dépecer un peu son territoire, laisser les régions autonomes à avoir leurs indépendances. Je pense que c'est ça aussi qui compose la force économique de cette région de l'Afrique. Et ça propulse ce pays à un niveau de développement assez intéressant. L'enjeu le plus important aujourd'hui, c'est la stabilisation du pays. L'Éthiopie a tellement connu de coups d'État qu'aujourd'hui, ce pays n'a véritablement plus besoin. Est-ce que ce que les autorités appellent quand même un coup d'État manqué, on peut considérer aujourd'hui que c'était dirigé contre le pouvoir central ou bien ça reste simplement une question de règlement de compte entre Oromo et Amara? Je peux dire que c'est un règlement de compte entre ces deux ethnies, Oromo et Amara, étant donné que quand vous prenez un peu les circonstances dans lesquelles le chef d'état-major est décédé, il était là, il coordonnait même la riposte par rapport à l'attaque qui a été menée dans la région d'Amara. Mais son garde du corps qui a tiré sur lui, est-ce qu'il est de cette région ou bien c'était comment en tout cas, cette idée lui est venue, cette intention lui est venue de descendre le chef d'état-major. Voilà un peu ce qui nous amène à dire qu'il doit avoir des gens qui tirent les ficelles et tout est fait de manière à ce que le pouvoir soit sous le contrôle de cette ethnie. Parce que quand on arrive à perpétrer un coup contre le chef d'état-major, c'est qu'on a peut-être en ligne de mire toute l'armée. Et évidemment, quand on conquiert l'armée, c'est que, évidemment, on veut contrôler le pouvoir. C'est quand même assez extraordinaire que ceux qui sont censés assurer votre sécurité, je parle des gardes du corps, se retournent contre vous et vous tirent une balle dans la tête. Ça s'est passé. C'est déjà arrivé avec Dadis Camara. Et même avec Kabila, en RDC. Et donc, ça fait vraiment peur. On ne sait plus en qui il faut faire confiance. Vous avez un garde du corps qui est censé vous protéger contre toute agression, voilà. Et c'est ce garde du corps qui, le premier, dégaine et tire pendant que vous avez le dos tourné. Et c'est en Afrique qu'on a vu ça, hein. On en a vu un peu dans certains pays et ça fait véritablement peur. Ça veut dire, quelque part aussi, que ce n'est pas véritablement peut-être le pouvoir qui est visé. C'est aussi une manière peut-être de balayer aussi cet homme qui... voilà, ça s'est passé. On a vu un peu un semblant de coup d'État, je crois que c'est en Guinée-Bissau, voilà, merci beaucoup, Guinée-Bissau, où
Finalement, on n'a C'était rien récurrent, compris. c'était Voilà, récurrent, c'était on n'a rien récurrent. compris. Et c'est les chefs d'état-major qui ont été abattus tous, le ministre de la Défense, etc. On vise le fauteuil présidentiel et puis on fait tuer des hauts gradés de l'armée éthiopienne par leur garde du corps. Ça interroge véritablement et ça inquiète. Alors, il y a le chercheur français Gérard Prunier qui estime que le Premier ministre est très bon dans ses relations avec l'étranger, mais malheureusement pour lui, sa compréhension du fonctionnement de la politique éthiopienne n'est pas assez bonne. Il dit qu'il a sous-estimé la puissance du nationalisme ethnique dans le pays. Effectivement, c'est que lorsqu'il est venu au pouvoir et qu'il a accordé cette autonomie aux régions, il a estimé que c'était une manière pour lui d'amener vers une certaine stabilité. Mais cette autonomie accordée à ces régions, ce fédéralisme, a eu plutôt des revers parce qu'il y a eu la naissance d'un sentiment de nationalisme un peu partout et même l'expression de liberté encore plus poussée. Vous savez que quand des gens sont confinés pendant des décennies, ils n'ont pas des marges de manœuvre, ils n'ont pas des marges de liberté. Une fois qu'on leur accorde la liberté, ça glisse un peu dans le libertinage. Donc chacun voudrait être dans la liberté totale. Donc tout ça là, il y a tous ces agissements qui ont amené à ce que le pays ne se porte pas bien au point de vue sécuritaire. Donc c'est pourquoi le chercheur estime que il est bien vrai que le Premier ministre est bien vu de par l'extérieur parce que c'est un réformateur, c'est quelqu'un qui est plus enclin à respecter les principes démocratiques, mais au même moment, en interne, tout ce qu'il y a comme récrimination, tout ce qu'il y a comme, comment l'appelle-t-on là, des tensions qui couvaient, il a sous-estimé cela, mais aujourd'hui, je pense qu'il tend à être rattrapé par cette entre griffes négligence de la situation dans le pays. Pour ajouter un peu, hein, les Éthiopiens sont un peuple très fier. Hein. Ils ont cette fierté parce que vous vous rappelez que pendant la période des empires, ils étaient le seul peuple africain à avoir gagné la bataille contre le colonisateur, l'italien, avec la bataille d'Adwa, on se rappelle. Oui. Et donc, ils ont réussi à gagner cette guerre contre l'Italie qui était venue les coloniser. Et donc, cela fait une fierté assez profonde. Et pour rien au monde, il s'estime, en tout cas en Afrique, être le seul peuple qui a pu véritablement gagner la guerre contre l'occupant occidental d'antan. Ce nationalisme est ancré en eux et pour un peu, ils prennent les armes pour dire stop, on n'est pas d'accord. Et l'actuel Premier ministre avait pris des décrets qui n'arrangeaient véritablement pas l'autre ethnie. Et c'est ce qui a créé cette tension. Et tout de suite, il y a eu cette tentative de coup d'État qui a été transformé en assassinat. Au final, le Premier ministre, il est encore au pouvoir. Les institutions sont là. C'est le chef d'état-major et certaines personnalités qui ont été citées qui sont tuées dans cette tentative de coup d'État. Cela relance un peu le débat. Il faudrait que l'actuel Premier ministre comprenne que l'Éthiopie, c'est un ensemble commun. Ce n'est pas une partie qui est plus développée que l'autre. Ce n'est pas une partie qui a la suprématie sur l'autre ethnie. Il faut que ce soit un ensemble pour véritablement éviter que ce pays traverse cette période d'instabilité. Mais c'est vrai qu'on parle de fédéralisme au niveau de l'Éthiopie, mais il faut le souligner, c'est un fédéralisme ethnique. Est-ce que c'est pas très dangereux? Justement, c'est ça qui est très dangereux, parce que quand il y a ce fédéralisme et chacun voudrait s'auto-affirmer, comme on le dit, et ça crée toujours des frustrations, parce qu'une ethnie va vouloir prendre le contrôle de tout le pays et faire main basse sur toutes les richesses et peut-être même aller jusqu'à vouloir contrôler les autres ethnies. Et ce faisant, vous savez que ça va créer des frustrations. Ce sont des ressentiments aussi qui vont naître parce que vous verrez que les gens seront blessés dans leur amour-propre. Quand je prends un peu ce qui se passe entre les Amara et les Oromo, c'est ça, par le passé, c'était les Amara qui étaient des empereurs, vous voyez. Donc aujourd'hui, comme ce n'est plus la situation et la fierté d'avoir été les tout-puissants de l'Éthiopie qui leur échappe aujourd'hui, vous voyez que ça ne peut que créer des frustrations et amener des gens à ne pas vouloir véritablement être sous une ethnie. Mais le problème Je propose qu'on aille à la pause et on revient tout de suite continuer la discussion.